Bonjour, on est vraiment content que vous soyez là. Je m'appelle Johanna, fais partie du comité grands événements de la CESEM qui a participé à organiser cet événement. Parallèlement à ça, je suis aussi pas une finissante, je viens de graduer, à la maîtrise en santé publique, option santé mondiale. Et donc, je suis très contente d'être là avec vous. Cet événement, il a vraiment été conçu pour partager des expériences de carrière, des leçons, des challenges, mais aussi pour avoir un espace pour réseauter et puis dialoguer ensemble. Merci beaucoup, Johanna. Tout d'abord, on tient à dire un grand merci au comité Grands événements pour l'organisation du colloque d'aujourd'hui. Donc, Johanna, Andréane, Chloé, Joël et Fatima ont travaillé très fort pour vous fournir un événement de qualité. Merci beaucoup à ce comité formidable de la CESEM et un grand merci surtout à nos invités aux profils diversifiés et tout autant inspirants. Merci d'être là avec nous aujourd'hui. On est honorés de votre présence. Il me fait plaisir de vous parler un petit peu plus de qui nous sommes, la communauté de santé, la communauté étudiante de santé mondiale ou la CESEM. Donc, l'option santé mondiale de l'école de santé publique de l'Université de Montréal, ou ESPUM, a vu le jour en 2014. Un an après, la CESEM est née. Elle est le fruit donc d'une collaboration entre l'option santé mondiale de l'ESPUM et les étudiants. Donc, la CESEM compte parmi les associations étudiantes les plus actives de l'ESPUM et propose de nombreuses activités pour soutenir et guider les étudiants et étudiantes inscrits à l'option santé mondiale, mais aussi tout étudiant qui a un intérêt pour ce domaine. Donc, au cœur de sa mission, la CESEM vise à sensibiliser la communauté étudiante à des enjeux de santé mondiale, comme elle est l'affaire de tous. Depuis 2015, la CESEM inscrit ses objectifs dans la mission d'enseignement de l'Université de Montréal en organisant des activités formatrices et éducatives sur des thèmes variés, tels que les iniquités de santé, pour ne nommer qu'un exemple. De plus, elle permet le réseautage et la création de liens professionnels entre les étudiants et étudiantes en santé mondiale, en leur offrant des opportunités d'échange comme nos midi-partages mensuels ou encore le colloque qui vous est présenté aujourd'hui. Donc, je vais passer maintenant la parole à Laurence, notre vice-présidente, pour vous en dire davantage et je vous souhaite un très bel événement à tous et à toutes. Merci beaucoup d'être présent aujourd'hui. Donc, comme l'indiquait Islem, les objectifs de la CESEM sont multiples. Elle s'engage notamment à accueillir et à faciliter l'adaptation des étudiants étrangers venus étudier à l'Université de Montréal. Cette année, notre groupement a d'ailleurs créé une opportunité de jumelage entre les étudiants internationaux puis leurs homologues à Montréal. C'est un projet pilote, puis ça inclut présentement près d'une dizaine de paires d'étudiants, donc on en est très fiers. Cette année a été particulière, puis historique là, dans la vie des étudiants, comme vous savez. C'est un mode de vie puis d'apprentissage qui a été bouleversé par la pandémie puis par les mesures sanitaires en place. La CESEM a pris cet obstacle de grande envergure comme un défi. Nos membres ont pris avantage de cette situation avec brio, puis ont vu l'opportunité de créer des événements en ligne qui ont été accessibles à tous. Donc, on en est très fiers également. De plus, nous avons décuplé nos efforts sur les médias sociaux en créant du contenu YouTube, puis à travers des vidéos, puis également là, à travers des publications régulières sur nos pages Facebook, Instagram et LinkedIn. On va mettre les liens dans les commentaires si jamais vous voulez aller consulter. Puis finalement, pour connaître toutes nos activités, on peut aussi découvrir les différentes manières dont vous pouvez vous impliquer. On vous présente à l'instant, en fait, la page web qui a été créée par Salomé Cohen. Merci beaucoup. Il s'agit de la vice-présidente aux affaires de la ESPUM, qu'on remercie de tout cœur d'avoir créé la page pour nous. Donc, on vous la présente ici. Voilà. Donc, merci beaucoup tout le monde. Puis, on vous souhaite un beau colloque. On espère que vous allez apprécier. Merci beaucoup, Islam et Laurence. Comme vous voyez, on a vraiment tout mis en place pour pouvoir regrouper les étudiants et puis les personnes qui ont un intérêt commun dans des événements, même si c'est en ligne. Et on espère que si vous avez assisté à nos événements, que ça vous a plu. Je vais enchaîner avec une présentation d'Andréane qui va annoncer et puis présenter la première conférence. Bonjour tout le monde, merci Johanna. Très heureuse comme mes collègues d'être avec vous aujourd'hui. Ça fait plusieurs mois, si ce n'est
au minimum semaine, mais moi, je dirais qu'on travaille là-dessus, puis on est vraiment, vraiment heureuse et fébrile d'être avec vous ce matin. Donc, très brièvement, je me présente. Donc, Andréane Dufour, je suis étudiante à la maîtrise en santé publique, finissante, moi, et non graduée, en recherche plus spécifiquement. Donc, je travaille beaucoup sur les enjeux migratoires, particulièrement sur la santé mondiale locale. Donc, très heureuse d'être avec vous aujourd'hui et très heureuse d'animer les conférences de ce matin. On a 3 femmes qui viennent nous présenter leur parcours vraiment exceptionnel. C'est une grande chance de les avoir avec nous ce matin. Donc, en bref, je sais que Johanna a déjà présenté brièvement le portrait de ce qui va se passer, mais je vous représente un peu le déroulement. Donc, on va commencer d'abord avec Tori Ford, qui est fondatrice médicale de Hair Story, qui va nous faire la présentation en anglais. Donc, sachez-le. On va poursuivre ensuite avec Karina Dubois-Nguyen, qui est directrice de l'unité de santé internationale qui est affiliée avec l'ESPUM. Et finalement, Nguy Yabsa Ndai, qui est consultante internationale à l'OMS. Donc, comme vous voyez, on a vraiment une brochette de participantes qui est extraordinaire. Vraiment hâte de les entendre parler. So I'm going to just speak in English for a second. I'm sorry for those who doesn't speak English, but it will be mostly in French, but this part will be in English, sorry, since Tori Ford will present in English now. So hi, everyone. I'm so excited to be kicking off today's event. And thank you so much to our amazing host today and for the lovely introduction. So as mentioned, my name is Tori Ford, and I'm the founder of Medical Her Story. And today I'm going to be talking about a storyteller's approach to global health. So a little bit about me. I'm the founder of Medical Her Story. Medical Her Story is an international award-winning not-for-profit, and we're on a mission to eliminate sexism, shame, and stigma from health experiences. We envision a world where taboos no longer surround sexual and reproductive health, where patients are empowered to self-advocate, and where health professionals and systems are free of bias and fully educated and equipped to provide compassionate and comprehensive care for all. So today I'm going to be sharing a little bit about my career path that led me to become this face of this global movement on gender health equity. And I'm going to be offering my thoughts on how storytelling is truly at the heart of all medicine and can be mobilized as a powerful tool within the field of global health. We all know, I think, that global health can have pitfalls of speaking on behalf of others, of imposing yourself in communities that you aren't a member of, and of looking outwards more often than we're looking inwards. What Medical Her Story has demonstrated over the past 2 years is that storytelling is a key mechanism through which we can uphold agency, respect local issues and individual voices, and build a worldwide community. So a little bit of the outline, I'm going to be delving into the power of a single story, how gender health inequity is a global issue, a bit about my interdisciplinary career path, and a bit about your role and how you can get involved. So of course, it's only fitting to begin this presentation by sharing a bit about my own story. A Medical Her Story began with my experience of living with chronic illness and experiencing medical dismissal and navigating layers of shame and stigma. When I was 18, I first began seeking out care for chronic sexual infections to only be told that this pain was my body's normal, being offered really antiquated advice like wear white underwear, or, give up on sex, just try erotic massage instead, or my personal favorite, some people get colds, some people get chronic yeast infections. These phrases were offered by a slew of different doctors over years and years of searching for relief. I was put on different regimens of medication, which never worked. I underwent invasive tests to only have my results lost. And when I finally got a referral to a specialist, I discovered that this physician had pages and pages of sexual assault allegations. As much as I tried to self-advocate and seek out care, after repeatedly recounting my emotional experience and how this was affecting my life, I just watched as my narrative became sterilized into this medical history of a name, age, and potential prognosis. And after being gaslit, belittled, and shamed by numerous health professionals, I simply gave up. I felt that no matter what I said or I did, nothing would change, and that after this 10-minute appointment of really vulnerable exposure, I'd still be in pain and I'd be the only one living in this body and who truly cared. But while I had given up on finding a cure, or finding a physician that truly cared, I had found a newfound strength of slowly starting to open up about sharing what I'd been through.
And when I started sharing pieces of information about my story, my colleagues who were also working in women's health spaces mentioned, you should write this. And so I did. I wrote my story and got to put all the emotions I'd been feeling into words that could never fit within a medical history. And I wrote my story for myself, truly, but I did go on to publish it in our school newspaper. This was a really brave choice at the time to sort of put my name and face associated with such a taboo topic. And it went on to actually make the cover story, which was both awesome and a little scary at the same time. But what I heard from other people was so many overwhelming stories of people who had shared really similar experiences of medical sexism, shame, and stigma. And a platform didn't exist for us to share these stories. And that's why I created one. And I launched Medical Her Story as a storytelling platform to counteract gender health inequity. And today we've helped a dozen other individuals share their health experiences through our website on mental, physical, and sexual health. And Medical Her Story is now an internationally recognized not-for-profit with over 100 youth volunteers across 24 universities and 7 countries. And we're all working to advance gender health equity and challenge gender norms that keep people feeling alone and suffering in silence. And what I learned from Medical Her Story is that a single story has a power to inspire an entire movement, and that gender bias is a global issue, which is what I'm going to talk about next. So if you're unfamiliar with gender health equity, I'll explain it. So sexism, shame, and stigma in healthcare negatively affect everyone all around the world. However, these effects disproportionately affect young women. And gender bias persists on many different levels. On a societal level, we know that young women are socialized that it is unladylike or inappropriate to discuss our bodies, which just encourages all these taboos that we have to navigate throughout life. On a personal level, patients are often unable to self-advocate in medical spaces, and they end up feeling dismissed. For example, we know that discussions on sexual health with young adults on average last 36 seconds per healthcare visit. And as young women, we're never really taught how to seek out care, how to self-advocate, or explain why we might be facing these gendered barriers that make it difficult for us to be believed. And lastly, as some of you may know, on a provider level, there is a lack of training amongst healthcare professionals, as many medical school curricula devote little or no attention to sexual health, common gynecological conditions, or gender bias in medicine. This has disastrous results, as conditions like endometriosis that affect 10% of people with vaginas take an average of 8 years to be diagnosed due to this normalization of women's pain. Further, women are 7 times more likely to be misdiagnosed in the middle of a heart attack because we lack understanding about how conditions not only disproportionately affect women, but also differently affect us. Therefore, even if a patient is believed and a physician truly wants to help, as I believe most do, they simply often lack education, resources, or available research due to the underfunding and lack of prioritization around health for those assigned female at birth. These multiple layers of gender bias in medicine result in lost hope, lost access, and even lost lives. And this is where Medical Her Story comes in. So we tackle gender bias in medicine on 3 different levels with our 3 portfolios. For example, we have medical education, where we target current and future health professionals, patient advocacy, where we empower and support people navigating health systems, and undoing stigma, where we engage the public, like today, in undoing the taboos surrounding our bodies and health. So more specifically, we run an online publication, workshops that reach hundreds of people, events that reach thousands, and a social media presence that's really generated an online movement. Our online platform is disrupting traditional publishing through our unique trauma-informed approach. After recognizing how women's pain is often ignored or sensationalized, we developed a unique editorial process that retains the author's agency at every step of publishing. The authors have final say on all edits, and no changes are made without their consent. And each author is given the unique opportunity to work with a graphic designer to create custom designs, because we know that often, sexual health is accompanied by sterile images of fruits and flowers, which only reinforce taboos.
And lastly, authors are allowed to make changes to their stories at any point, even after they're published, because we recognize that these stories are lived long after that final sentence is written. Moreover, we present workshops where we utilize patient stories as case studies in the curriculum that we present to medical students, other patients, and the public. We discuss how science and medicine are not value neutral or objective, but are part of larger social systems of sexism, racism, transphobia, and ableism. Moreover, we host a slew of different events. We have our annual Feminist Health Research Conference coming up. We do storytelling sessions, movie screenings. There's lots of different ways to get involved. And we also have a very active social media presence at Medical Her Story where you can follow us. And Medical Her Story is really unique in that it gets to the root of the issue by naming medical sexism, shame, and stigma, and analyzing how these structures affect all medical encounters. Our platform is changing lives every day as patients are able to share their stories for the first time and truly be heard, as medical students attend our workshops and they leave telling us how this has made them a better physician because now they're able to identify and challenge bias. And as we speak loud and proud about taboo topics and we move the needle every step closer towards normalizing these conversations. And through this work, I envision a world where discussing sexual health and mental health is no longer taboo, where patients are empowered to self-advocate, and where medical professionals are equipped to dismantle gender bias in their own practice. And I'm really lucky that I get to witness this purpose every day through our community testimonies about our impact. And this is just a little synopsis of all the work that we're doing, and if you're curious about where our name comes from. So next up, I'm going to be talking about my career journey, which I know is what a lot of you are interested in. So I'll share a bit about my academic and activist background that really helped me start Medical Her Story and grow it into what it is today. So I was really fortunate to grow up in a household where sexual and reproductive health were shame-free topics. My very own grandmother was a sex educator at our local high school, and I was fortunate enough to teach sex ed in that very high school decades later. I fell in love with the topic of sexual health, and I subscribed to every single YouTube channel that I could find at the time, and went on to actually write really inclusive and progressive content for my school board. Throughout high school, I really excelled in the sciences, and my teachers always pushed me to pursue a career in this direction. But my favorite subject was English, and I really knew I was an arts student at heart. Little did I know that years and years later, the two subjects would really intertwine into such a powerful movement. Throughout CEGEP, I also pursued a liberal arts degree where I found history, sociology, and philosophy. And in every single assignment, I was able to find ways to integrate topics of gender and sexuality. Naturally, therefore, when I entered university, I came across McGill's brand new program called Gender, Sexuality, Feminist, and Social Justice Studies, and just fell in love with the topic. And it was actually in my second semester that I discovered the second piece of the puzzle, which was a minor in the social studies of medicine. And I was really able to bridge my interest in sex and gender and healthcare into one field. And while I had been an activist since a pretty young age, at McGill University, I really got involved with 10 different organizations supporting global health and women's rights. And I ended up getting employed at McGill's Office for Sexual Violence Response Support and Education, where I provided direct support for survivors. And this was the single most important thing I did during university and the single most important thing for how I lead Medical Her Story. It taught me the value of believing individuals, of providing non-directional support, and of letting people share as much or as little of their story as they wanted to. These vital skills laid the foundation of Medical Her Story and the trauma-informed and survivor-centric approach that we take today. So upon completing my undergrad, I really was struggling with what master's program I wanted to study. I had always been an interdisciplinary scholar, so trying to pick just one topic was really hard. I decided that medical history was going to be my wheelhouse, and I'd be able to integrate my passion for history, gender, and medicine through that. I went on to apply to 7 different master's programs around the world. And then one night, as I was just stumbling across the internet, I found an interdisciplinary master's program. Get that, at the University of Cambridge, and it was called Health, Medicine, and Society.
The course combined medical history, sociology, philosophy, and anthropology, and I immediately knew that this would be the program for me, and I was beyond thrilled to study there. Now, I know that when we talk about our career paths, there's a tendency to tell the version that's neat and tidy, but I think it's important to share the real versions. My story involves a lot of submitting applications 1 minute before the deadline, redirecting my course of studies, and redefining what I once thought was my true passion. For example, as I just said, when I applied for Cambridge, I truly thought that medical history would be my wheelhouse. I'd been writing on the topic for years, and I thought I'd go on to become a medical historian. Here's where we get a little plot twist. I remember sitting down with my supervisor, discussing my proposal to write on the history of nymphomania, still a great topic, I might add. And I remember the professor told me to push myself further, that I'd already been doing this work and really wanted me to try something new. So I decided to take his advice, and I pushed myself. I pushed myself so far that I actually ended up in sociology. I remember sitting in the University of Cambridge's medical history library, where I came across a past dissertation that was interviewing women about living with fibromyalgia. And something clicked in that moment for me that that was the work I wanted to be doing. While I would always be fascinated by the past, my calling would be in the present. So I reached this point where I knew what my subject would be. It was going to be medical sociology, but I still didn't have a topic and deadlines were approaching. So after hours of reflecting and brainstorming, I concluded that I'd been living with chronic yeast infections for 4 years at that time, and I knew I wouldn't be sick of it in my 9-month master's program. I knew that there was very little information out there from my own personal research, and I knew that what I learned in gender studies is that I would be the best suited to conduct these interviews and research this sensitive topic. And upon completing my dissertation, I recognized how powerful it was to gather patient voices, and then I really became inspired to start generating change. And that's when I came across the University of Oxford's program in academic primary care. And to be honest, I did not even know this was a field when I started my undergrad or throughout my master's. I always feel incredibly lucky when I seem to just stumble across different programs and they perfectly align with my vision. This innovative department concentrates on patient-centered research and directly engaging and educating medical professionals. And most of all, they value lived experience. So I'll be starting this DPhil in the fall, and I'm so excited to advance gender health equity through my research in addition to my activism and advocacy. And while medical her story upholds that lived experience is valuable and as valuable as any academic degree, I feel very privileged that my academic path aligns so well with my passions and priorities. So if you're interested in a career in global health, I encourage you to reflect on your own lived experience and what type of story you want to share. So thank you all for listening to my story and a bit about my career experience. I hope that this presentation opened your eyes about a new way of looking at global health through a storyteller's lens. And if you would like to get involved in the nonprofit space working to advance gender health equity, I encourage you to reach out to me. My contact info is here at info@medicalherstory.com. You can also reach out to me on Instagram at medicalherstory or any of our social medias. And if you would like to support Medical Her Story, you can share your own story, which we discuss here briefly. You can read those of others. You can book one of our workshops, attend one of our many events, or donate to support our cause. So thank you so much, and I look forward to our question period. Thank you very much. Thank you, Tori. It was really inspiring and amazing and great to hear about your own story, but also what you've been doing through the years with Her Story. So thanks a lot. Alors, on revient au français, tout le monde. Donc, on passe déjà à la deuxième présentation qui va être avec Madame Dubois-Nguyen, donc Karina. Donc, en espérant que vous avez aimé la présentation de Tori Ford qui vient de passer et on passe tout de suite à la suite. Donc, Madame Dubois, à vous la parole. Merci. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis vraiment contente de me trouver avec vous ce matin. Vous savez, bon, j'ai eu la grande chance de voir naître la CESM en 2014. Alors, de vous voir grandir et aussi dynamique, c'est une fierté pour nous, là, puis on est bien fiers de compter parmi vos partenaires. Je remercie aussi les deux panélistes, dont Tori et puis Nguy. C'est un honneur de me retrouver à la même table que vous, de vous partager un peu là, mon parcours de carrière.
Peut-être un petit mot sur l'USI d'abord. On est une entité, comme le disait Andréane, là, qui est rattachée à l'École de santé publique. On existe depuis 30 ans. Ça ne fait pas 30 ans que je travaille à l'USI, mais j'y ai passé une bonne partie de ma carrière. Nous appuyons tout ce qui est le développement et la réalisation de projets de coopération internationale dans le domaine de la santé mondiale. Donc, notre mission, c'est d'améliorer la santé des populations dans les pays à faible et moyens revenus, et particulièrement les populations les plus vulnérables. Donc, c'est à travers notre réseau de partenaires qui est composé en bonne partie par des diplômés de notre école ou des gens qu'on a croisés à travers nos projets ou qu'on a formés sur le terrain. Et c'est avec eux que nous réalisons des projets qui vont porter autant sur la définition de politiques de santé, l'amélioration de programmes de santé ou même des services de santé et bien sûr tout ce qui peut être des actions de mobilisation communautaire. Donc, on intervient à plusieurs niveaux et de différentes façons. Vous pouvez trouver sur notre site Internet les activités que nous menons. Et notre attachement également universitaire nous permet de participer à des activités académiques, soit des séances de cours, de recevoir des stagiaires chez nous. On gère également des programmes de bourse. Donc, ça nous permet, de recevoir des stagiaires dans le cadre de nos projets, mais également supporter des bourses de mobilité pour les étudiants, même si en dehors de nos stages. Donc, pour mon parcours, je ne vais pas partir de mon enfance, là. Je pense pour débuter, jamais j'ai pensé me rendre à la direction d'une organisation comme l'Unité de santé internationale. Je pense que la carrière, c'est souvent des concours de circonstances, des opportunités saisies, beaucoup de chance, mais également beaucoup de travail. Hein. On ne peut pas dire que que ça se fait sans émettre beaucoup d'énergie. Je pense à la chance également de rencontrer des personnes inspirantes, des personnes qui vont être bienveillantes à notre égard et qui vont nous servir de mentors. Hein. Et ça, je vais vous en parler un peu plus tard également. Donc, moi, j'ai fait un bac en ergothérapie, en santé mentale. J'ai fait un peu de clinique avant de m'inscrire en administration de la santé. Et ce n'était pas du tout pour faire de la santé mondiale à l'époque. Hein, c'était pour faire de la gestion de la santé parce que j'avais un intérêt. Et c'est à travers les cours et les rencontres avec des étudiants internationaux que ma passion s'est déclarée, hein, que j'ai eu envie de travailler dans ce domaine-là, de m'investir au niveau des enjeux mondiaux de la santé, dans des systèmes de santé qui avaient des ressources limitées. Mes intérêts principaux portaient davantage sur les ressources humaines, hein, comment on les forme, comment on les distribue à travers un pays, comment on les maintient, comment on les motive. Alors, les premiers projets dans lesquels j'ai été impliquée portaient sur les ressources humaines. Et bien sûr, il y avait tout un volet de gestion de projet, gestion de la santé là, qui m'interpellait. Alors, j'ai eu la chance de faire mon stage de maîtrise en Guinée dans le domaine des ressources humaines. Et puis, j'ai eu beaucoup de chance là, de pouvoir avoir un poste dès ma graduation pour travailler dans ce domaine-là en Guinée pendant plus de 2 ans. Donc, j'ai enchaîné la Guinée, puis par la suite, j'ai pu travailler sur un projet financé par les Nations unies au Sénégal. Donc, j'ai commencé ma carrière sur le terrain. Et pour revenir par la suite en 2001 et être recrutée par l'USI. Alors, je suis dans cette organisation depuis très longtemps. J'ai occupé différents postes et c'est à partir de 2016 là, que j'ai eu l'honneur de remplacer la personne qui assumait la direction de l'Unité de santé internationale pendant plus de 20 ans, qui avait été mon professeur, mon mentor et avec qui on travaille toujours. Et c'est Lucien Albert là, que je souhaite nommer ici. Alors, bon, peut-être vous partagez quelques outils ou leçons apprises, puis je pense qu'il n'y a rien de nouveau pour vous là, dans ces pistes-là. Je pense
le meilleur outil, c'est la formation. Vous en êtes la preuve. On se retrouve ensemble. Vous, la plupart, vous étudiez au second cycle. Ce n'est peut-être pas le cas pour tout le monde. La formation est l'outil essentiel pour travailler dans notre domaine. Et non seulement pour travailler, mais pour créer ce réseau qui est important et à la base aussi de votre parcours professionnel. On a la chance maintenant, puis bon, dans mon temps, je vais sonner très vieille, là, mais dans mon temps, peut-être que la santé mondiale et les cours en santé mondiale n'étaient pas organisés ou offerts de la même manière qu'aujourd'hui. Je trouve formidable que notre système d'éducation ait pu s'adapter aux besoins, je dirais, de la planète en matière de santé mondiale. Je regarde maintenant les bacs par cumul. Hein. Vous n'avez pas besoin de faire un choix tout de suite à 18 ans sur qu'est-ce que vous voulez faire. Vous pouvez faire une mineure en sciences sociales, vous pouvez aller chercher votre majeure en santé et puis rajouter quelques crédits en musique. Je pense que c'est une belle opportunité là, pour les étudiants et étudiantes maintenant de pouvoir toucher un peu à tout. Tori en a parlé aussi dans son parcours. Il y a une offre de programmes maintenant qui est beaucoup plus diversifiée. À l'ESPOM, actuellement, dans nos programmes, bon, nous n'avons pas, comme vous le savez, des programmes de second cycle adressés spécifiquement à la santé mondiale. Nous avons préféré l'intégrer en option dans tous nos programmes, qu'on soit en administration de la santé ou en santé publique ou en santé environnementale et santé au travail. On a toujours cette possibilité d'en faire une spécificité, de faire des choix de cours qui nous permettent de développer des compétences et un réseau également en santé mondiale. Vous voyez également poindre, bon, on a au niveau du 3e cycle, pour ceux qui ne veulent pas faire une carrière en recherche ou une carrière en enseignement, il y a des programmes professionnels qui se développent, comme le DEPA actuellement, qui est un diplôme d'études professionnelles approfondies, et bientôt on aura un DRPH aussi, donc un 3e cycle professionnel qui permettront là, des étudiantes et des étudiants d'accéder à des postes de haut niveau. Donc, l'éducation, la formation, oui. Formation de cycle supérieur, absolument. Je pense que maintenant, si on voit les personnes qui occupent des postes, soit de responsabilité ou en santé mondiale ou dans les grandes organisations, on s'enligne maintenant là, vers du second cycle et du 3e cycle également. Dans les outils, bon, on a parlé de réseautage, comment c'est important. Les programmes de formation, c'est votre premier réseau. La promotion, les gens avec qui vous travaillez, vous étudiez, ça va être votre groupe de soutien pour plusieurs années. Hein. Je suis toujours en contact, puis je vous disais, en administration de la santé, ce n'est pas tout le monde qui a fait de la santé mondiale. On était 6 à l'époque de ma promotion, mais je suis toujours en contact avec des spécialistes, des experts qui sont soit dans le réseau de la santé ou soit qui sont retournés dans leur pays. Et c'est vraiment un réseau sur lequel on peut s'appuyer à travers le temps. Donc, le réseautage, d'abord avec votre groupe d'études et à travers la CESM, c'est fondamental pour l'évolution de votre carrière. Et puis, l'autre point, on en a parlé, au niveau du mentorat. Je pense que c'est important de pouvoir identifier 2-3 personnes autour de vous, soit au niveau du corps enseignant, soit au niveau de professionnels, qui vont vous épauler, vous aider à répondre à certaines questions et vous mettre en contact. Hein. Je vous donne l'exemple. C'est sûr, je reçois énormément de demandes pour rencontrer des gens. Je n'ai pas le temps de rencontrer tout le monde. Mais quand c'est quelqu'un de mon réseau, un professeur ou quelqu'un de mon conseil d'administration qui va me dire « Karina, j'aimerais que tu rencontres cette personne-là », je vais faire un effort. Hein? Donc, je sais qu'il y a plein de monde formidable, mais c'est sûr que le réseautage va passer par des personnes spécifiquement qui vont attirer notre attention. Donc, ça, c'était un conseil. Puis peut-être au niveau d'autres outils, je parlerai plus d'attitude, hein, d'avoir une certaine position, d'être toujours à l'affût d'apprendre. Hein. Je dirais, mon réseau,
notre équipe à l'USI, les gens qui nous entourent, on a souvent cette ouverture, ce désir d'apprendre, cette capacité d'écoute aussi des autres, de respecter les autres. Je pense que ça se travaille, ça aussi, dans une carrière, mais peut-être que c'est déjà des aptitudes que vous avez puisque vous démontrez de l'intérêt en santé mondiale. Mais je pense que c'est des points à toujours tenter de renforcer à travers votre carrière. On m'avait demandé également, et ça sera mon dernier point, bon, quelques défis rencontrés. Bien sûr, au niveau, bon, le fait que je sois une femme, peut-être qu'il y a eu des difficultés différentes hein, de d'autres personnes ou d'autres groupes ou genres. Ça me fait toujours rire, concilier la famille et le travail, c'est pas propre juste à la santé mondiale. En même temps, c'est un défi pour toutes les femmes et sûrement des hommes également. Dans mon domaine, il y a beaucoup de voyages. Avant la pandémie, c'était 25% de mon temps là, que je passais à l'étranger, en dehors de la famille. J'ai des enfants. En même temps, je fais partie des personnes très privilégiées de pouvoir m'appuyer sur ma famille, ma mère, ma belle-mère lorsqu'elle est en vie, mon conjoint qui s'occupe des enfants quand je n'y suis pas. Je pense, bon, c'est peut-être aussi une façon de travailler qui est un peu classique. Là. Je crois que la santé mondiale, on n'est pas obligé de l'apporter sous ce modèle-là non plus, sur des voyages ou sur, je pense qu'il va falloir repenser également la santé mondiale et comment on la travaille. Mais ça fait partie des défis également là, de mon entourage et d'autres personnes et d'autres femmes qui travaillent dans le domaine de la santé mondiale. On parle d'accessibilité aussi à des postes de responsabilité. Je pense qu'encore, on a du travail à faire, d'avoir des salaires égaux. Hein, c'est des choses qu'on voit encore où il y a des disparités dans notre domaine. Mais les temps ont changé. Il faut toujours rester un peu à l'affût de ces inégalités et puis de faire valoir nos droits et ce à quoi on a droit. Donc, je termine ici. Je vous remercie. Un grand merci, Madame Dubois-Nguyen. Vraiment une deuxième présentation tout aussi inspirante que la première. D'ailleurs, on prend note, puis je vous remercie au nom de la CESEM. On entend bien que le temps est précieux et le choix des présentations, des échanges, le réseautage, on choisit vers qui on va. Donc, merci de nous avoir choisis ce matin. On est bien chanceux. Donc, j'invite maintenant Nguy Yabsa Ndaye qui va venir nous parler pour les prochaines minutes. Donc, merci beaucoup. Bonjour à tous, bonjour. Un réel plaisir de m'adresser à vous et d'être en ce beau petit comité. Moi, je vous parle en étant une ancienne de l'ESPOUM, donc je suis très, très fière et très contente d'être dans cette conférence en français parce que ça ne m'arrive pas souvent ces derniers jours. Donc, de parler en français et voilà, que ce soit une conférence virtuelle pour Montréal qui me manque beaucoup. Donc voilà, moi je suis Nguy Yabsa Ndaye, je suis titulaire d'un bachelor en sciences biomédicales que j'ai complété avec une maîtrise en santé publique spécialisée donc en santé mondiale. Et aujourd'hui, je travaille au niveau de l'unité d'apprentissage et de développement de capacités du programme d'urgence sanitaire donc de l'Organisation mondiale de la santé. Et c'est plutôt au siège. Donc, je suis à Dakar, mais virtuellement, disons que je suis plus en connexion avec le siège. Je ne connais même pas mes collègues au niveau de la région afro ou sinon juste à Dakar. Voilà. Juste pour un topo, bon, c'est plutôt un monologue que je vais vous faire et j'espère que ça inspirera une belle discussion donc, lors de la période de questions. J'ai gradué ma maîtrise en santé publique en 2019. On était parmi les derniers chanceux à pouvoir célébrer donc l'obtention de ce nouveau grade sous un beau soleil de Montréal, donc à Roger-Gaudry. Et d'ailleurs, je profite de l'occasion pour féliciter tous les finissants, donc d'être passés au travers de votre formation, qui pour avoir fait la formation
qui n'est pas si facile. Et donc voilà, d'avoir un diplôme à la clé de cette pandémie. Donc bravo à vous, vous pouvez être très très fiers de vous. Et vous allez débuter votre carrière en santé publique au cours d'une crise d'une ampleur surprenante. Et je vous souhaite d'ailleurs de rester en santé dans cette période vraiment vraiment difficile. Et le corps médical et les acteurs en santé publique donc, sont au front et vraiment mobilisés plus que jamais. Donc, c'est quand même une période où notre métier, donc nous, les acteurs en santé publique, on a une place vraiment phare en ce moment. Et les gens, je pense que sont de plus en plus au courant de qu'est-ce que la santé publique, elle fait finalement. Donc voilà, une fois le diplôme en poche, quelle est la suite ? Alors, c'est une question qui préférablement se pose bien avant donc d'obtenir et de finir le diplôme. Donc, il y a une certaine planification qui a à faire un peu. Mais voilà, donc moi, je vous partage un peu ce qui s'est passé dans ma tête lorsque j'étais étudiante, parce que c'est quand même 2 années donc, au niveau de la formation à la maîtrise, mais au total, j'ai fait 6 ans à l'Université de Montréal. J'ai commencé par un baccalauréat en nutrition et quand je vous dis que j'ai commencé, j'ai quitté Dakar, donc à mes 17 ans, pour être nutritionniste. Donc juste pour vous expliquer un peu un parcours qui finalement change beaucoup. Et voilà, donc j'ai fait 1 an en nutrition et finalement j'ai switché pour les sciences biomédicales qui était un domaine qui m'intéressait un peu plus. J'ai adoré ma formation. Et j'ai décidé justement d'allier ce bagage, ces acquis en recherche et vraiment de connaissances dans le domaine médical pour l'allier à quelque chose de beaucoup plus pratique. Et j'ai vraiment toujours été une philanthropiste dans l'âme, donc ça m'attirait beaucoup de pouvoir vraiment lier ce côté scientifique recherche à quelque chose de beaucoup plus pratique. Donc la santé mondiale paraissait le combo parfait. Donc voilà. Au niveau de ma formation en santé mondiale, donc si le cours de pratique en santé mondiale est toujours ce qu'il était, on nous a beaucoup parlé de compétences, donc de vraiment ancrer la formation sur les compétences. Lorsqu'on est à l'université, moi, en réalisant donc à l'université que finalement on ne pratiquait pas tout ce qu'on apprenait, c'est vraiment au niveau de la théorie et finalement donc des expériences de stage ou d'insertion professionnelle pendant l'été nous permettent finalement d'appliquer ce qu'on apprend. Et voilà, donc en santé mondiale, j'ai eu vraiment l'immense privilège de faire mon stage de fin de session en Afrique du Sud. Alors moi, je suis africaine, donc je suis née au Canada, j'ai grandi au Sénégal et je suis repartie au Canada. Donc du coup, disons que lorsque je suis allée en Afrique du Sud, c'était vraiment un petit choc quand même parce que l'Afrique du Sud est dans un contexte assez particulier, donc vraiment marqué par l'apartheid. Moi, j'étais à Cape Town, donc dans la ville de Cape Town. Et voilà, me voilà donc chargée de Process Evaluation, donc l'évaluation de processus sur un projet portant sur le diabète gestationnel. Donc, avec un volet beaucoup plus qualitatif, j'ai eu à réaliser une 50aine d'entrevues sur le terrain. Et voilà, c'était vraiment une expérience nouvelle. Mais tout ça pour vous dire que à ce niveau-là, il y avait besoin d'une compétence qu'on n'exerce pas forcément lorsqu'on apprend, donc à l'université, que tous les collègues d'ailleurs à leur retour de stage ont mentionné dans leur retour, c'est vraiment cette compétence culturelle. Donc vraiment la santé publique, la santé mondiale plus précisément, lorsqu'on travaille, c'est très très important d'ancrer les interventions dans leur contexte. Et me voilà donc dans un nouveau contexte que je ne maîtrise pas et qu'il a fallu finalement apprendre. C'est une période assez courte, donc de 3 mois, mais où j'ai vraiment énormément appris et situé, donc tout ça pour revenir au contexte, des compétences qui étaient introduites et donc dont les professeurs nous parlaient en cours, mais maintenant c'était l'occasion vraiment d'appliquer ces compétences-là au niveau pratique. C'était une belle expérience, vraiment. Je suis revenue et j'ai gradué du coup en juin 2019. Et là, j'ai enchaîné donc avec une belle opportunité de stage au sein du siège de l'OMS, donc à Genève, et au niveau de l'unité dans laquelle je travaille actuellement, donc d'apprentissage et de développement de capacité. Et là, c'était vraiment une expérience nouvelle.
Donc, alors que j'étais plus sur le terrain à Cape Town, donc en Afrique du Sud, ici, je me trouvais dans un contexte de santé mondiale, mais à l'échelle de l'OMS. Donc, vraiment, là, on situe un peu plus des compétences beaucoup plus globales et voilà, une expérience nouvelle. Et tout ça pour vous montrer que c'est vraiment au fil des expériences qu'on apprend, en fait, ces compétences-là et qu'on les ancre et qu'on les acquiert finalement. Et donc voilà, à l'OMS, donc notre unité, en fait, elle est chargée de développer les capacités des pays membres, donc au niveau donc des urgences sanitaires. Alors, c'est vraiment, il y a plusieurs mandats. Le mandat sur lequel j'étais le plus impliquée, c'est la plateforme de e-learning openwho.org. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller visiter. D'ailleurs, c'est destiné à tous les acteurs en santé. Et donc, voilà, sur cette plateforme-là, on propose une série de cours sur les urgences sanitaires, mais aussi des cours de promotion de la santé. Donc, vraiment, cette plateforme-là, on était à peu près à environ 100 000 utilisateurs, 100 000 enrollments, donc inscriptions, excusez-moi, en décembre 2019. Alors, aujourd'hui, avec la pandémie, nous sommes à 5,2 millions d'enrollments. Nous proposons actuellement 32 sujets différents sur la COVID-19, traduits dans plus de 50 langues. Et voilà, donc en fait, on a eu une croissance exponentielle avec la pandémie et c'est quelque chose de très, très particulier. Je ne m'attendais pas à vraiment commencer ma carrière en santé publique avec une pandémie. Et donc, je pense que vous êtes tous dans la même situation. Mais voilà, donc vraiment au niveau de notre équipe, on assure la production de ces cours pour appuyer la riposte digitale, mais le mandat de notre unité est beaucoup plus large. Nous sommes restreints donc à ne plus vraiment voyager, mais sinon, les formations ont lieu dans toutes les zones où elles sont nécessaires et c'est vraiment axé sur le développement de capacités. Et voilà, donc ça vous donne un peu le topo. Je pourrais répondre à des questions si vous en avez lors de la période de questions sur le mandat plus précisément. Mais voilà, ça donne un peu une idée de qu'est-ce qui se fait. Et moi, en fait, aujourd'hui, j'ai vraiment pris l'opportunité de m'adresser à vous parce que j'aurais bien aimé aussi avoir ces retours de personnes qui ont fini la maîtrise et qui sont dans le monde professionnel parce que je sais qu'on se pose tout plein de questions. Et aujourd'hui, avec du recul, vraiment, je sais que ce qui est très, très primordial, et Madame Dubois-Nguyen l'a vraiment mentionné, et c'est vraiment une des notes que je me suis dit, il faut que j'en parle. La carrière, en fait, c'est pas quelque chose de tout tracé, tout défini. C'est vraiment un concours de circonstances, d'opportunités, donc des opportunités qui nous tombent dessus par chance des fois. Bien sûr, là, il y a le syndrome de l'imposteur qui rentre en compte, où on se dit, mais pourquoi moi, pourquoi c'est pas une autre personne? Voilà, on est quand même tous, je suis sûre, méritants parce qu'on travaille pour, mais ces opportunités-là, elles peuvent arriver plus facilement que d'autres. Et d'autres opportunités, ben, si on est sûr, donc vraiment porté par la passion et de savoir exactement ce qu'on veut, on va aller chercher ces capacités. Si on regarde une fiche d'emploi et qui nous demande des compétences en suivi et évaluation, par exemple, quelque chose que peut-être quelqu'un n'a pas eu à développer, ben, c'est peut-être de voir des formations complémentaires pour acquérir ces compétences-là et pouvoir faire valoir ces nouvelles compétences. Donc voilà, en termes de carrière, moi en tout cas, la conclusion que j'ai au début de ma carrière, c'est vraiment que ça prend plein d'opportunités. Certaines opportunités, on va aller chercher. Et c'est aussi important, je trouve, le réseautage, mais pas juste le réseautage qui est d'ajouter une personne qu'on peut-être trouverait intéressante sur LinkedIn. Pour moi, ça va au-delà de l'ajout. C'est vraiment de repérer la personne et aussi ne pas lancer un bonjour juste comme ça. Peut-être vraiment écrire un corps de message qui se tient, donc vraiment avec peut-être vos objectifs ou Madame Dubois-Nguyen a aussi parlé de mentorat. Donc, c'est vraiment de repérer. Moi, je suis à Dakar.
j'ai pas trop d'expérience en santé publique au niveau du Sénégal. Et du coup, j'ai tout simplement approché quelqu'un que j'ai trouvé sur LinkedIn à travers des collègues de l'OMS et nous allons discuter de la santé publique au Sénégal. Donc, ça prend des petites choses comme ça. Et voilà, j'ai eu à comprendre finalement que ce réseautage-là, c'était très important. Et que aussi de discuter entre collègues. Donc, entre finissants, vous allez être beaucoup sur la recherche d'emploi. Et moi aussi, j'ai eu l'occasion de rencontrer plein d'autres stagiaires à l'OMS. Donc, vraiment, ces échanges-là, je pense que ça apporte beaucoup et ça rassure aussi d'un autre côté de savoir comment ça se passe. Et comme Tori a pu le dire, c'est pas tout beau tout le temps. Donc, voilà, de discuter, c'est assez important. Et je vais peut-être finir avec la passion. Pour moi, c'est primordial. C'est bien beau aujourd'hui d'avoir un diplôme et de vouloir s'insérer dans le monde professionnel, mais je pense que c'est très, très primordial de faire ce qu'on aime. Donc, faire ce qu'on aime, il faut quand même bien réfléchir à quel est le sujet qui me passionne réellement. Lorsqu'on écrit les lettres de motivation, il faut qu'elles soient réelles. Des fois, les gens essaient de calquer un peu sur la fiche d'emploi. Moi, je trouve que c'est très, très essentiel de faire ce qu'on aime. Aujourd'hui, lorsque je fais de longues journées de travail, des fois, je ne le sens pas du tout. Pour moi, le temps, il passe super vite. Peut-être que c'est la pandémie aussi. Mais voilà, je me perds dans mes analyses et je suis très, très contente d'envoyer mon reporting à mon équipe et tout le monde est content. Donc, voilà, il y a cette passion et cette énergie que je trouve essentielle. Sinon, on s'ennuie un peu et on se cherche. Ce qui est correct aussi, hein. C'est très, très correct de se chercher, mais voilà, d'avancer et puis de ne pas trop s'en faire. Et voilà, il faut vraiment reach out pour moi, discuter avec les gens et ne pas rester parce que j'ai aussi eu à discuter avec des collègues qui, finalement, après des mois, ne pas trouver d'emploi, le moral, il baissait. Et je pense que c'est très, très important de discuter, de réseauter, de chercher des compétences. Et peut-être, j'avais dit que j'allais finir avec ce point, mais celui que je retiens, moi, en étant une jeune professionnelle, c'est vraiment de ne pas arrêter de se former. Aujourd'hui, avec mon emploi, je sais qu'il y a beaucoup de choses que je peux aller gagner et aussi beaucoup de compétences que je peux. Donc, avec cet emploi, je sais que je peux rajouter à mon CV. Donc, rajouter à mon CV, ça peut être des choses comme la biostat, on en a fait lors de la maîtrise. Aujourd'hui, SPSS, ça m'a servi pour le coup, mais je découvre encore d'autres programmes. Donc, voilà, vraiment continuer une formation continue finalement. Et voilà, de se réaliser, de faire ce qu'on aime. Donc, merci beaucoup à vous et un grand plaisir de répondre aux questions tout de suite d'ailleurs. Merci beaucoup. D'abord, encore une fois, une présentation tellement inspirante. J'invite déjà tout le monde soit à lever la main, soit à poser les questions dans le chat. Quelques mots pour vous trois mesdames qui avez pris le temps avec nous aujourd'hui. Je me suis écrit plein de mots qui m'inspiraient tout au long de vos présentations. Mais je trouve que ce qui ressort énormément, c'est la fierté de vos parcours, l'envie de le partager, certain militantisme pour certaines qui est inspirant en tout cas pour moi. Puis la diversité aussi dans vos expériences. Donc, il y a tellement de parcours différents, de chemins à suivre, mais vraiment, j'espère à tous les participants qui sont ici que vous avez pris des notes puis que chacun on aura notre parcours, mais vraiment, on peut apprendre de tout ça. Donc, vraiment, sincère remerciement à vous trois.